Mauvaise nouvelle, c'est la rentrée. Et bonne nouvelle, c'est le bilan lecture du mois d'août. Générique. Bon, beaucoup de lectures qui ont du mal à tenir sur la table. En ce mois d'août, absolument tout n'est pas là. J'ai beaucoup plus lu en numérique. Il y a du DC, il y a évidemment du Absolute, il y a beaucoup de Spider-Man, on va en reparler. Dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci en commentaire. Je vous propose qu'on commence par le DC Universe Rebirth. Alors, ce gros pavé, il est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une vieille anthologie. Je dis vieille parce que la période Rebirth est terminée depuis un moment. Mais lorsque DC a voulu relancer en 2016, du moins réparer les New 52, DC a décidé donc de faire appel à Jeff Jones et même Tom King d'ailleurs, pour pouvoir lier l'univers de New 52, enfin y mettre fin en fait, et surtout repartir de zéro avec une renaissance. Cette renaissance, c'est Rebirth. Rebirth a beaucoup fait parler parce qu'évidemment il y a des liens avec Watchmen assez controversés, plus ou moins réussis, mais qui n'en reste pas moins audacieux, et c'est surtout ce qu'on retiendra de cette époque-là. Cette anthologie, elle est hyper intéressante, on en fera une review un peu spécifique, un peu chill, où on va feuilleter tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Ce mois-ci, alors je l'ai pas lu en entier, j'ai lu le récit d'introduction, parce qu'en fait il y a déjà plein de choses que j'avais déjà lu dedans, et surtout les épisodes des séries qui ne sont pas publiées habituellement. En fait, ce qui est très cool dans cette anthologie-là, c'est qu'effectivement vous avez des épisodes qu'Urban n'a pas publiés ailleurs, que ce soit des séries comme Hellblazer, Blue Beetle, il me semble que ça avait été publié, mais vous avez par exemple Batman Beyond Rebirth, ça c'est assez dingue, vous avez Teen Titans Rebirth, est-ce qu'il a été publié celui-là, je sais même plus, mais bref, il y a des séries quand même assez folles, Hellblazer Rebirth, Batman Beyond Rebirth, Red Hood et les Outlaws, c'est assez cool aussi, donc bon voilà, c'était vraiment une lecture assez rafraîchissante. Ça fait du bien de revenir aussi à des bases, de revenir à des choses que j'avais pu lire précédemment. Le récit d'introduction est un peu lourd, j'avais oublié un peu cette lourdeur honnêtement, parce que c'est vrai que bon, on sent que Jeff Jones a eu pour devoir de vraiment, en fait, devoir être raccord avec tout ce qui s'est passé avant et faire table rase des New 52 qui, eux, voulaient vraiment repartir de zéro et donc relancer une nouvelle mythologie après Flashpoint. On en parlera plus en détail dans la review dédiée, mais c'est un sacré pavé et c'est surtout une espèce en voie de disparition d'avoir un truc aussi épais en dur pour, je crois que c'était vendu 35 euros, un truc comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on aurait ça en paperback pour 5 euros de plus. Voilà, c'est dit. Et c'est pas le seul comics Urban, même si l'autre je l'ai lu en VO. J'ai fait une review dessus, c'est Batman Ghost of Gotham. La vidéo est dispo sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Mais Ghost of Gotham, c'est vraiment sympa, c'est de l'excellent détective comics. Si vous voulez lire du bon Batman, je vous conseille vraiment d'aller voir ce récit-là de Tom Taylor avec Michael Janin au dessin qui est magnifique, il est vraiment extraordinaire. Même si ça se voit que parfois il s'inspire un peu de modèles 3D, enfin c'est avéré, il dessine avec l'aide de modèles 3D. C'est magnifique, mais parfois c'est vrai que ça peut sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça innove, Tom Taylor est un très bon scénariste pour vraiment cet arc qui est une enquête vraiment intéressante et très épaisse, qui vise aussi à visiter des thèmes un peu plus modernes, comme par exemple le fait de vouloir défier la mort lorsqu'on est riche et qu'on a beaucoup d'argent, donc de référence évidemment à Brian Johnson et tout ce qui va avec. C'est très sympa, je le conseille fortement et c'est vraiment une des meilleures lectures Batman de cette année. Donc la vidéo est assez élogieuse, une analyse qui va un peu plus en profondeur, notamment dans les spoils. C'est dispo sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Et je vous propose qu'on passe à la suite. Sentient de Jeff Lemire et Gabriel Walta, c'est un récit qui a été édité chez Panini Comics en VF, qui est recommandé par Chris avec son sticker que j'ai toujours pas enlevé parce que terrible ces trucs. Qui est Chris, j'en ai aucune idée. Mais Sentient, c'est un récit de science-fiction, c'est un récit indépendant de science-fiction qui est disponible chez TKO en VO et qui va vous raconter l'histoire du USS Montgomery. En fait, c'est une colonie qui vient de la Terre, qui donc contient des enfants et des adultes évidemment, qui ont pour but de vivre dans ce vaisseau spatial jusqu'à leur arrivée dans des colonies extraterrestres, donc des colonies évidemment sur d'autres planètes. Vous vous en doutez, c'est une dystopie dans laquelle Jeff Lemire va évidemment remettre en question l'humanité, aussi vient redéfinir ce que ça veut dire d'être un parent, et aussi va montrer à quel point l'être humain peut être cruel, chose qu'il a déjà très bien fait dans Sweet Tooth, et en fait je dirais pas que c'est une sorte de Sweet Tooth dans l'espace, mais les thématiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il va parler de deuil, il va parler de parenté, il va parler surtout d'une IA qui va devoir élever des gosses, puisque le USS Montgomery finit par être rempli que de gamins, en fait, parce qu'il se passe quelque chose de pas très cool, et donc tous les adultes ne sont plus là, et les enfants doivent se débrouiller seuls pour emmener leur vaisseau à destination, guidés par une IA, et c'est étonnamment innovant, c'est étonnamment bon. Moi j'ai beaucoup aimé ce récit-là, même si je trouve que le problème, c'est que la fin est un peu précipitée en soi. Pareil, il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez en savoir plus, qui est sans spoil, mais c'est une très chaude recommandation. Gabriel Walta est très bon, si vous l'avez lu dans Absolute Batman et que vous l'avez adoré, si vous l'avez lu dans Phantom Road ou même Magneto.
Là, il excelle, et bon, il y a quelques planches qui me font un peu tiquer quand même, des planches d'action où des perspectives sont un peu cheloues, mais il est très bon pour tout ce qui est émotion en soi, hein. Donc, chaude recommandation, croyez Chris. The Amazing Spider-Man Confrontation. On est sur la version Panini Poche ici du run classique de Straczynski qui était sorti au début des années 2000, c'est le premier tome. Ce tome revient donc sur ce nouvel arc beaucoup plus sombre où Peter Parker va être confronté à une redéfinition de sa mythologie, puisqu'évidemment on va voir quelque chose ici de plus mythique, de plus mystique surtout, dans lequel Peter Parker va apprendre que ses pouvoirs ne viennent pas forcément que d'une araignée radioactive, et du moins il y a vraiment une histoire et un background derrière, plus ou moins intéressant en soi. Bon, je suis pas très fan de cette idée un peu plus mystique, hein, de redéfinir ses pouvoirs et ses origines, mais il faut dire que c'est assez audacieux et que c'est un changement de tonalité qui est assez bienvenu. C'est un récit qui est hyper sombre, dans lequel Peter va se retrouver vraiment face à une menace qu'il a vraiment du mal à affronter ici, et surtout il va devoir aller puiser dans ses ressources pour essayer de mieux la comprendre et essayer de mieux l'affronter en soi, hein. Donc là on est évidemment face au terrifiant Morlun, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce le nom de ce méchant, mais il est assez intéressant, ça change surtout de ce qu'on a l'habitude de voir dans du Spider-Man. Il y a des vannes, même si la tonalité est pas du tout légère. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez lourd. Vous avez aussi dedans l'épisode du 11 septembre, qui est historique en soi, hein, qui va donc revenir sur le patriotisme américain, ce que ça veut dire d'être américain, et surtout les conséquences du 11 septembre sur la société américaine, ici en lien avec tous les héros Marvel. Donc bon, ça va assez loin, moi j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Évidemment, vous me connaissez si vous suivez cette chaîne, John Romita Jr., j'en peux plus, je trouve ça hideux. J'ai vu qu'il était de retour sur la série The Amazing Spider-Man là récemment, qui a donc fait un relaunch sous je sais plus quel auteur encore, mais il est au dessin, et honnêtement, j'ai eu la curiosité d'aller voir ça. Je sais pas comment, mais c'est pire que ce qu'il fait dedans. Donc si vous aimez bien John Romita Jr., foncez, mais le père était carrément bon, le père est un GOAT, le fils n'en est que l'ombre. Pour rester dans du Spider-Man, et parlons de Spider-Man un peu plus classique, là j'ai les Marvel Origins 1 et 2, donc ces tomes-là qui sont dans la collection presse qui était sortie en fait il y a quelques années pour revenir sur les premiers numéros des héros Marvel. Ici les numéros consacrés à Spider-Man. En fait il s'avère que depuis quelques semaines j'ai commencé le Spidey Challenge, qui est en fait un défi que je me suis lancé de lire tout Spider-Man depuis le début. Ouais, c'est audacieux. Bon, l'idée c'est surtout en fait de lire ce que j'ai jamais lu, c'est-à-dire les premiers récits, et surtout de lire les grandes époques de Spider-Man. Là pour le moment j'en suis à une 50aine d'épisodes, j'ai vachement avancé. Je lis sur Marvel Unlimited, hein, pour ceux qui se demandent, donc sur l'appli numérique de Marvel officiel, qui est vraiment sympa, qui pour le coup est très bien et très utile pour ce genre de lecture-là. Je recommanderais pas, si vous voulez faire pareil, de lire la VF, parce que la VF de Geneviève quelque chose est terrifiante, dans le sens où elle a extrêmement mal vieilli, et que Stan Lee, qui lui pour le moment à l'époque quand même était un auteur qui arrivait à écrire des récits avec un langage assez moderne et très parlé, avec des américanismes et des idiomatismes pas si compliqués à traduire, Geneviève a fait un travail assez terrible, dans le sens où parfois je comprends absolument pas ce qu'elle veut dire, quoi, alors que la VO est hyper claire et hyper simple. Donc je vous recommanderais de passer par la VO si vous voulez faire pareil, mais en tout cas, très surpris de ces 50 premiers épisodes. Il faut dire que les épisodes 1 à 30 étaient hyper lourds. Il y avait des bons récits évidemment avec If This Be My Destiny, qui est une saga dont on reparlera en short, hein. Le but de ce Spidey Challenge, c'est de chaque semaine reparler des 5 épisodes en short, parfois d'une saga. Donc chaque semaine vous allez avoir un épisode tous les samedis à 17h, hein, si vous voulez savoir. Un épisode qui va parler donc des 5 numéros de la semaine. L'épisode 50 est vraiment cool, avec Spider-Man qui veut abandonner son identité. Tout devient vraiment génial en fait quand Peter Parker devient un vrai Chad, parce qu'après bon, vous avez l'arrivée de John Romita Senior, pas Junior, hein, qui est excellent au dessin, qui est vraiment dans cette trame qui fait beaucoup penser en fait à ce qu'on voyait dans les séries Spider-Man, dans la série Spider-Man de 1994 je crois, la mythique avec laquelle j'ai grandi, qui est classique. C'est exactement pareil au niveau de la tonalité et du dessin, du moins des souvenirs que j'en ai, et c'est une vibe qui est vraiment spécifique, très soap opéra, avec Gwen Stacy, avec Mary Jane évidemment qui est géniale, avec Harry et tout ce qui va avec. Il y a vraiment une tonalité sitcom qui fonctionne très très bien, et je suis très très fan de ces années-là pour le moment, donc ouais, ça c'est une super surprise. Du Spider-Man mais un peu plus moderne, Friendly Neighborhood Spider-Man. On est ici sur en fait un run que j'avais pas prévu de lire pour le moment parce que j'ignorais complètement son existence. Tom Taylor sur Spider-Man. J'ai lu Ghost of Gotham, je me suis dit il faut que je lise du Tom Taylor encore, parce que j'avais pas trop aimé son Nightwing il y a 3 ans quand je l'avais lu. C'est pour ceux qui ont vu la vidéo tier list des 1 an
J'avais mis un extrait d'une vidéo sur une autre chaîne où je faisais des reviews comics en anglais il y a 3 ans, il y a 2-3 ans, et j'avais un peu démonté le Nightwing de Tom Taylor, parce que j'étais absolument pas rentré dedans, mais je pense que j'étais juste aigri, pour être honnête. Et ben, qu'est-ce que vaut Tom Taylor sur Spider-Man? Bah, c'est étonnamment bon. En fait, Tom Taylor est vraiment drôle, c'est une des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, parce qu'il faut dire que dans Ghost of Gotham, il sait parfaitement écrire les dialogues, parfaitement narrer son enquête, même s'il y avait quand même de grosses ficelles scénaristiques. Là, on est vraiment dans une série qui se prend pas la tête, avec une tonalité vraiment légère, mais qui va alterner aussi en des situations un peu plus graves, avec Tante May et tout ce qui va avec. Mais majoritairement, en fait, il est juste très drôle. Il va vraiment lancer des vannes qui vont marcher, ce qui rend Spider-Man vraiment attachant et surtout vraiment authentique. Ce que je lui reprocherai ici dans ce premier tome, et on y reviendra sur une analyse bien plus spécifique de ce run-là, mais c'est que tout va un peu vite, tout a l'air de pas vraiment compter, et les 2 derniers épisodes ont vraiment été mes préférés, dans lesquels en fait c'est surtout des petites anecdotes, des petites side quests qui se passent donc dans le New York de Spider-Man de Spencer, parce qu'en fait c'est une série spin-off au Spider-Man de Spencer qui sera dans la prochaine vidéo achat. Donc ça c'est le TPB VO, la série complète est dispo en 2 épisodes, donc en 12 numéros, ce qui est quand même relativement court, donc c'est pour ça que je me suis dit autant lire et voir ce que ça donne, qu'on en parle sur la chaîne. Avant de passer au numérique, il y a toutes les séries absolutes. Petite trahison pour la chaîne du manga, mon dieu qu'ai-je fait. J'ai relu Bonne Nuit Pun Pun, tome 1. Si vous ne connaissez pas ça, il y a une review qui va venir sur la chaîne courant septembre. C'est une review analyse du tome 1. C'est désastreux dans le sens où c'est exceptionnel, mais alors on a envie de se cloîtrer chez soi et de ne plus jamais ressortir parce que c'est terrifiant. Dans le sens où ça vous raconte l'histoire d'un petit oiseau, en fait, un petit enfant qui est ici dessiné sous forme d'oiseau, qui rentre au collège et qui va découvrir ses premières expériences. C'est un récit de vie qui va ici suivre le récit initiatique de Pun Pun, alors qu'il traverse des épreuves vraiment compliquées, que ce soit au collège, avec des potes un peu bizarres qui ont chacun leurs problèmes familiaux terribles, et aussi à la maison, dans laquelle il se passe beaucoup de choses encore moins fun. Donc ouais, c'est une lecture assez particulière. Je l'avais lu il y a 3-4 ans maintenant. J'avais lu jusqu'au tome 5, mais j'avais vraiment espacé les lectures, je crois, de genre 1 à 2 mois, parce que il faut ce temps-là pour digérer chaque tome, tellement que c'est sombre, mais aussi très bien écrit. Et c'est une lecture adulte, faut pas se tromper, c'est du 18+. Et il me semble que dans les tomes 3 ou 4, il y a des choses pour adultes dedans. Donc clairement une lecture compliquée, mais si vous voulez lire quelque chose de dérangeant, je vous le conseille. Non, en vrai, c'est très très bien. On en reparlera sur la chaîne courant septembre. Et voilà, on ira plus en détail dans l'analyse pour voir vraiment ce que ça vaut. Absolute Batman, c'est génial, faut qu'on en parle. Le numéro 8, 9, 10, j'ai pas encore lu le 11, qui est sorti je crois hier, mais alors l'épisode 8, 9 et 10, c'était absolument exceptionnel, surtout l'épisode, l'arc en fait, qui va tourner autour de Bane. Absolute Bane a été introduit, on découvre que Bane est donc cet agent qui va surtout en fait poursuivre des guerres au profit de ses employeurs. Il y a une vidéo qui va sortir très rapidement sur la chaîne, je crois que c'est d'ailleurs semaine prochaine, pour revenir sur l'arc Abomination, parce que là, Snyder a vraiment poussé les curseurs de l'horreur psychologique au max. Et vous allez voir qu'il a vraiment pas fait de cadeau à son Batman. Mais alors c'est clairement, je pense, une des meilleures lectures Batman de ces 10 dernières années. Vraiment, je le pense. Donc très chaude recommandation. Absolute Batman, c'est incroyable. Sans compter en plus que ici, Snyder rajoute justement des éléments qui font partie du Batverse. Donc il va rajouter des noms connus, des personnages que l'on adore. Et donc on va enfin voir plusieurs versions absolutes, que ce soit de héros ou d'ennemis. Et ça, c'est vraiment sympa parce que cet univers absolu est vraiment bon. Et je trouve que Snyder s'éclate complètement et ça se ressent. Et c'est un plaisir à lire, même si l'épisode 10 est quand même assez dérangeant à lire. On reste dans Absolute, ici avec Absolute Flash. Alors vous le savez, j'ai pas été hyper emballé dans la tier list, j'avais lu jusqu'à l'épisode 4 d'Absolute Flash, j'étais pas emballé jusqu'à l'épisode 4. Il faut dire que l'épisode 5 et 6 que j'ai lu là tout à l'heure, juste avant de tourner d'ailleurs, ont carrément rattrapé tout ça. Alors pareil, toujours sans spoil, en fait l'épisode 5 et 6 d'Absolute Flash vont vous donner beaucoup plus de contexte sur Wally West, mais surtout sur ce monde, sur ce qui entoure le lore de cet Absolute Flash, que ce soit sur les Lascars, sur qui les a conçus, qui est leur patron surtout, Et aussi on donne beaucoup plus de chair au récit, beaucoup plus de poids émotionnel à travers le père de Wally West, qui dans les premiers épisodes était plus vu comme un colonel assez intransigeant. Ici on va vraiment sur quelque chose de plus subtil, de plus intéressant, et qui innove pas mal en fait. Faut dire que Jeff Lemire s'amuse vraiment avec la mythologie Flash, et c'est un plaisir à lire, même si ça a quand même pris du temps à se développer, et que les 4 premiers épisodes restent très introductifs. Il se passe pas grand chose. À partir du 5, mais surtout le 6, on vous donne vraiment des clés qui donnent vraiment envie de voir la suite, parce que Lemire est en train d'introduire justement des éléments qui donnent très envie de voir où il va aller avec tout ça. Mais bon, c'est un peu casse-gueule, j'espère que ça va réussir, parce qu'honnêtement, il y a énormément de potentiel. Et enfin, Ultimate Spider-Man, évidemment de Hickman.
J'ai lu les épisodes 13 à 16, donc je prends mon temps, parce que la série va se terminer à l'épisode 24, il me semble, de ce qui a été annoncé. Ça me fait énormément de peine, donc je prends mon temps. Quoi qu'il en soit, cette première année d'Ultimate Spider-Man aura droit à sa propre vidéo lorsque ça sortira en VF sûrement. Il faut savoir que les 12 premiers numéros étaient très bien, assez lents, c'était vraiment tranche de vie par contre, hein, donc on était vraiment sur quelque chose de très différent. On suivait justement plus Oncle Ben et James Jameson qui menaient leur petite enquête. Mais alors à partir de l'épisode 13, on est vraiment sur quelque chose de plus concret qui prend vraiment en vitesse, avec un nouveau Spider-Man assez intéressant. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, je sors des shorts régulièrement pour pouvoir justement faire des reviews express de chaque épisode. Mais alors avec Raven, Mysterio, le Bouffon Vert et Spider-Man, on est vraiment dans une chasse assez inattendue avec des dinosaures et surtout des enjeux énormes. Seule chose que je reprocherais ici, c'est que Hickman fait du Hickman et donc bon, vous savez, il y a toujours ces choses que Hickman aime bien faire, c'est-à-dire mettre un personnage en avant et dire lui savait tout depuis le début, lui faisait ça depuis le début. Parfois ça marche un peu moins. Ici, je doute que ça soit aussi efficace que d'habitude. Mais on sent surtout en fait que le récit est en train de se recentrer vers l'univers Ultimate principal. Ce qui est un peu dommage parce que je trouve que justement, si les prochains épisodes, du moins si les épisodes jusqu'à l'épisode 24 restent dans ce format-là et restent dans ce ton-là, ça risque de manquer justement, enfin on risque de manquer, je trouve, d'histoires plus classiques avec ce Spider-Man et cet univers-là qui est vraiment particulier et que j'aime beaucoup. En fait, j'aimerais beaucoup voir un genre de soap opéra à la Stan Lee et John Romita Sr., mais avec ce statu quo-là. Quoi qu'il en soit, ça reste vraiment une chaude recommandation et j'ai très hâte de lire la suite, mais absolument pas hâte que ça se termine. Bref, c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez lu ces choses-là. Là. Et aussi, dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci en commentaire. Quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur One More Day Comics pour plus d'analyses. Chaque mercredi 17h. Bonne lecture à tous. Faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.